Alors, on y va. Donc, bien évidemment, ce que je vous montre ici appartient à Berkeley Earth. Je n'en ai fait que traduire le texte. C'est-à-dire, je n'ai pas modifié les graphiques. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Et c'est donc ce que je vous propose de parcourir aujourd'hui. Berkeley Earth, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme de recherche californien à but non lucratif qui prépare depuis 2013 des analyses indépendantes de l'évolution de la température moyenne mondiale. Vous avez ici le rapport sur l'année 2023. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que 2023, ça a été l'année la plus chaude sur Terre depuis la référence de 1850. La moyenne annuelle de 2023 est estimée à 1,54 degrés. Ce qui veut dire que c'est officiellement, mesdames et messieurs, la première année où on franchit le cap des 1,5 degrés. Le fait de voir poindre le bout de son nez des années qui dépasse 1,5 degré, ça pue un peu du cul. Une partie de ce réchauffement est aussi liée à de la variabilité naturelle à court terme. Et on va notamment pas mal parler du phénomène El Niño ou La Niña, qui ont deux impacts différents. Salut à vous, écoutez, c'est DK du montage qui vous parle. J'aborde le phénomène El Niño et La Niña, et en fait, j'explique pas du tout de quoi il en est. Je vais vous expliquer très rapidement. Il se trouve que donc El Niño, c'est un phénomène climatique qui se produit dans l'océan Pacifique. Il a deux grandes phases. Il y a la phase El Niño et il y a la phase La Niña. Je vais m'appuyer sur une animation qui a été faite pour une vidéo du Monde. Vous avez le lien dans la description. Et donc je vais dérouler l'animation et puis je vais la commenter au fur et à mesure. Donc vous avez ici la position neutre, en gros ce qui se passe de base dans l'océan Pacifique. Vous avez une masse d'eau chaude ici qui se trouve à l'ouest de l'océan Pacifique. Et en fait, cette masse d'eau chaude, elle se trouve à l'ouest parce qu'il y a les alizés, un puissant courant atmosphérique qui pousse toute cette masse d'eau chaude d'est vers l'ouest. Comme la masse d'eau chaude est poussée à l'ouest, il y a un trou en quelque sorte à l'est. Et c'est là que va venir s'engouffrer de l'eau plus profonde, plus froide, qui va remonter sur la côte américaine, donc à côté du Pérou. C'est pour ça que vous avez de l'eau froide à l'est et de l'eau chaude à l'ouest. Ça, c'est la condition classique, c'est aussi ce qu'on peut appeler une La Niña. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur une situation El Niño? Une chose est sûre, c'est corrélé avec, c'est le fait que les alizés faiblissent. Donc la puissance des vents qui poussaient ces eaux chaudes vers l'ouest faiblit, ralentit, donc les eaux chaudes vont se redécaler vers le milieu de l'océan Pacifique. Et à partir de là, ça va notamment empêcher la remontée d'eau froide côté Amérique. Cette modification va d'abord, dans un premier temps, modifier complètement le climat local. Notamment, on peut souligner une des principales conséquences qui est que les poissons qui aimaient se balader dans l'eau froide se retrouvent dans une eau chaude. Donc les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Mais il n'y a pas que ça. Ça cause des sécheresses par-ci, des inondations par-là. Ça amplifie la formation de tempêtes ici ou là. Donc c'est un joyeux bazar. Et comme le climat mondial est un jeu de dominos, quand vous avez une perturbation de l'ordre de El Niño dans le Pacifique, ça va probablement causer des modifications partout dans le monde. Voilà pour El Niño. Alors on commence avec un premier graphique. Vous allez voir, il y en a quelques-uns. Donc vous voyez 2023, on est tout là-haut. C'est l'année la plus chaude, nouveau record. Avant c'était 2016, on le voit juste ici. On revient sur les accords de Paris en disant que effectivement on commence à titiller très fortement ce qui est présenté dans les accords de Paris, c'est-à-dire ne pas franchir le 1,5 degré. Bah écoutez, on vient de faire une année au-delà de 1,5 degré, donc ça sent pas très bon pour ça. Ils disent que c'est un signal d'alarme qui se déclenche parce que on est sur le point de casser cet objectif de l'accord de Paris. Ensuite, on a la répartition saisonnière. On a un démarrage de 2023 qui est somme toute classique, en quelque sorte. On est encore dans le phénomène La Niña, on est à sa fin. Et donc, ça ressemble à 2021-2022. Vous allez voir ça ici. Donc là, on est au mois par mois. Et 2023, c'est le trait en noir bien imprimé. Et vous avez 2022 en rouge. Vous avez 2021 en marron. Et après, vous avez la décennie 2001-2020 en jaune. Donc vous voyez, le début de 2023, finalement, on est en haut du panier déjà, mais on n'est pas exceptionnel par rapport à ce qui existait déjà. Et puis, il y a un véritable décrochage, là, à partir de juin. Là, 2023 a décidé de partir en cavalier solitaire, là, et puis let's go, c'est parti, c'est la foire à la saucisse. Donc là, c'est des petites anomalies. Où est-ce que la température a été plus chaude que la moyenne? Et attention, c'est petite subtilité,
c'est la moyenne de 1950 à 1980. À chaque fois que c'est jaune ou rouge, ça veut dire que les températures ont été plus chaudes que la moyenne de référence. Et à chaque fois que c'est bleu, voire bleu foncé, c'est que les températures ont été plus froides que la période de référence. Bon, on va faire un gros dessin, c'est beaucoup rouge. Petit plus, petit bonus, vous avez ici une anomalie dans le Pacifique qui est caractéristique du phénomène El Niño. Donc il est déjà marqué en termes d'anomalie de température pour l'année 2023. Vous le voyez ici. 95% de la surface de la Terre était dans une zone plus chaude que la température moyenne enregistrée, 3,5 dans une situation similaire à la période de référence ici, et 1% était sensiblement plus froid. Là, vous avez ici la différence qu'il y a entre les températures moyennes sur les terres, et là, vous avez la température moyenne des océans. Vous voyez que la température moyenne des terres est plus élevée que celle des océans, normal puisque les océans absorbent la chaleur, etc. Les terres se réchauffent plus rapidement que les océans, ce qui est une mauvaise nouvelle puisque les hommes vivent sur les terres. Ensuite, il y a El Famoso El Niño. Donc 2023 est une année à El Niño qui a eu un impact significatif sur les températures du reste de l'année. Donc on a une température moyenne des océans qui a fortement augmenté au milieu de l'année 2023 en raison de la dissipation de La Niña et du développement d'El Niño. Et après, à partir du développement de El Niño, les records ont été maintenus, on a tout pété toute l'année. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'on a un phénomène El Niño normalement à sa première année, l'année où il apparaît. Il est plutôt chill, tranquille. Ce graphique-là vous le montre. Ça vous montre l'impact de El Niño sur les températures moyennes annuelles. Vous avez en bleu l'impact de la première année où El Niño se manifeste. Et vous voyez qu'en fait, sur des années, l'impact en bleu, il est parfois même négatif. C'est-à-dire qu'on est sur des années où en fait, la température, elle diminue. Et ce que vous avez derrière, c'est en rose. Vous avez l'année qui suit le début du phénomène El Niño. Et régulièrement, l'année qui suit le phénomène El Niño a un impact bien plus important sur les températures. Quasiment systématiquement. Pas tout le temps, mais quasiment systématiquement. Si on s'intéresse à 2023, vous voyez que 2023, l'impact de la première année est du jamais vu. Voilà. C'est le El Niño qui a le plus d'impact sur la première année. Ça bat tous les records. Qu'en est-il de l'année suivante? On ne sait pas. Surprise pour 2024. Les hypothèses sont que, avec un démarrage canon comme cela, probable que l'année prochaine soit un peu plus timide. C'est-à-dire que El Niño a tout donné et maintenant, mollo mollo. Et puis, il y a des événements annexes qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple des éruptions volcaniques, qui ont notamment chamboulé complètement l'impact du El Niño. 2023 est exceptionnel pour l'Atlantique Nord. Ça a été repris quand même pas mal dans les médias, mine de rien. L'Atlantique Nord a été particulièrement chaud cette année. Alors pourquoi est-ce que cet Atlantique Nord, justement, a pété un câble et s'est retrouvé à être satellisé en termes de température? Pourquoi est-ce que on se retrouve aussi haut d'un coup d'un seul? Parce que le truc, c'est que de juin à octobre, en fait, ce qui est précisé ici, c'est que l'Atlantique Nord a un pic de température avant que le phénomène El Niño s'enclenche. Donc en gros, l'Atlantique Nord a fait son petit business de son côté tout seul comme un grand. Il n'a pas été boosté par le phénomène El Niño. Il semblerait que ça soit en partie causé par des poussières du Sahara qui ne sont pas venues dans l'Atlantique Nord. En gros, il y a eu une baisse de régime de poussières du Sahara. Vous avez la moyenne en juin des poussières du Sahara sur une période qui va de 2000 à 2022. Donc vous voyez que finalement tout l'équateur de l'Atlantique est recouvert de poussières du Sahara qui ont un effet réfléchissant. L'énergie solaire n'arrive pas à chauffer aussi bien l'Atlantique quand il y a toute cette poussière du désert du Sahara qui vient masquer, un petit peu voiler l'équateur de l'Atlantique. Et il se trouve que 2023, qui est à gauche, eh bien, la poussière saharienne, eh bien, elle est particulièrement médiocre. Ça a certainement joué dans le fait que l'Atlantique s'est plus réchauffé cette année que les années précédentes, et ça a conduit au record de température. Ça fait partie des grandes hypothèses et des grandes explications pour comprendre pourquoi est-ce que l'année 2023 a été particulièrement chaude au niveau de l'Atlantique Nord. Ah, on a ce magnifique graphique là, celui-là, il est vraiment topissime. Il permet de comprendre tellement de choses, c'est vraiment trop cool. Donc là, on a les différents facteurs qui ont contribué au changement de température sur les 10 dernières années. Bien sûr,
Vous avez l'impact de l'homme sur les températures, avec son impact à 0,2 degrés d'augmentation des moyennes des températures sur 10 ans. Vous avez le phénomène El Niño ou La Niña, qui en fonction du phénomène, soit vient diminuer la température moyenne, soit vient l'augmenter. Vous avez les cycles solaires, augmentation, diminution des cycles de 11 ans. Vous avez l'éruption Unga Tonga, qui a participé à augmenter la température, et on va y revenir un petit peu plus tard. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, vous avez un dernier petit point qui est plutôt surprenant. Vous avez la politique de réduction de pollution marine. Donc, un des objectifs a été de réduire la quantité de soufre présent dans les carburants des grands navires marchands. La conséquence de tout ça, c'est que, en fait, les particules soufrées sont des particules qui réfléchissent le rayonnement solaire. Donc, en fait, ça a un effet refroidissant. Réduire la part de soufre de ces carburants, en fait, retire une molécule qui avait un effet refroidissant. Donc, conséquence, la température augmente. Alors, ça, c'est le côté négatif vis-à-vis du climat. Le bon côté quand même, c'est que le soufre, c'est toxique. Et que donc, au lieu de tuer des gens et des animaux partout, on arrête ça. En voulant bien faire, on a aggravé la situation climatique. Un petit peu. On peut revenir sur l'éruption du Unga Tonga, qui est une éruption qui est assez particulière, parce que normalement, les éruptions volcaniques sont souvent très soufrées. Or, Unga Tonga a eu peu de soufre dans son éruption et a eu beaucoup de vapeur d'eau. Et ça a été une éruption très puissante qui a projeté un nuage de vapeur d'eau extrêmement haut dans l'atmosphère. De la vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y en a des quantités phénoménales. Mais l'eau, il n'y en a pas tant que ça dans la stratosphère, qui est l'étage au-dessus de la troposphère. Troposphère qui est l'endroit entre le sol et une dizaine de kilomètres. Et c'est là où il y a la majorité de la vapeur d'eau. Au-delà de ça, on a la stratosphère. Et là, dans la stratosphère, il n'y a pas tant que ça d'eau. Donc là, vous avez la quantité d'eau dans la haute atmosphère. Vous avez 2006 en point de référence ici. L'éruption du Unga Tonga. Et pouc, augmentation de la quantité d'eau dans la haute atmosphère. Et là, c'est pas du tout négligeable. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre qui amplifie l'effet de serre naturel de la planète. Et donc, ça fait augmenter la température. Alors, tout ça va se réguler vraisemblablement sur des dizaines d'années. On passe sur les tendances à long terme avec des graphiques sur une dizaine d'années et ils essaient de voir un petit peu à quoi va ressembler le futur. Si on suit la tendance actuelle, le 1,5 degré de moyenne sur 10 ans sera atteint en 2032. Le 2 degrés sur une moyenne de 10 ans sera atteint en 2057, au rythme auquel on va. On n'est jamais à l'abri d'une dinguerie internationale, on coupe tout, j'en sais rien, un nouveau Covid ou quoi que ce soit, enfin bref. Qu'en sera-t-il donc de 2024 ? Ils disent que 2024, comme c'est une année qui va continuer avec le El Niño, le départ de 2024 devrait être un départ canon. On va voir ce qui va se passer. Vous avez ici le graphique qui vous montre avec l'incertitude qui entoure 2024. Ils estiment que 2024 sera dans cette barre verte en fonction des variations internes du climat. Ceci dit, ils émettent quelques réserves tout de même en se disant que si on écoute ce qu'on avait raconté pour 2023, écoutez, mesdames et messieurs, 2023, on s'est bien planté. C'est ce qu'ils racontent. C'est ce qu'ils disaient. Ils disaient qu'on avait estimé à seulement 1% de chance que 2023 atteigne 1,5 degré. Et 2023 a fait 1,54. Donc ils n'avaient pas vu le coup venir. Donc ils sont en mode, écoutez, on s'est planté sur 2023, s'il faut 2024, on sait pas. Donc voilà, c'était le rapport sur la température mondiale de 2023. S'il fallait le résumer très rapidement, année la plus chaude incontestable. 2024 est dans la même lignée que 2023, à cause notamment du boost El Niño. On verra bien où ça va aller. 2023 est exceptionnel à plus d'un titre parce qu'il y a eu un alignement des planètes assez ouf, des politiques de réduction d'émissions de soufre qui font qu'on retire un refroidissant de l'atmosphère, donc ça se réchauffe. Éruption volcanique qui balance de la vapeur d'eau en haute atmosphère, ça se réchauffe. Le El Niño qui débarque en cours d'année, ça se réchauffe. Des poussières du Sahara absentes, donc un pouvoir refroidissant absent, donc ça se réchauffe. Voilà, donc tout ça a fait que ça a bien galvanisé 2023 et que 2023 a tout pété sur son chemin. Est-ce que c'est le signe d'une dynamique de réchauffement qui s'accélère ? Peut-être, peut-être pas. Le débat est ouvert. Quoi qu'il en soit, de nombreux pays, au moins 77 pays, ont connu des records de température en 2023. Voilà pour tout ça.